Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le projet à table des BTS au CDI. Ce projet qui consiste donc à voir le déroulé de la terre à l'assiette. Après avoir vu ce qui se passait du côté de la terre avec notre agriculteur, nous allons aujourd'hui voir ce qui se passe du côté de l'assiette avec le chef calédonien Alphonse Cochet, qui est originaire de Marais. Nous avons le plaisir de rencontrer un chef au parcours inspirant et en même temps singulier. Il est originaire de Marais. Il a su faire de ses racines une force en les portant jusque dans nos assiettes. Et précisément, le thème de notre BTS, enfin de votre BTS, pardon, c'est bien de la terre à l'assiette. Entre tradition culinaire, créativité et rencontres marquantes, il en a eu une dans sa vie avec le grand Joël Robuchon et il a réussi à se construire une identité forte à la croisée du cœur et du goût. Avec générosité et passion, aujourd'hui, il va nous ouvrir son univers, vous parler des coulisses de sa formation, d'accord, de son parcours, de ses émotions, de son identité culinaire, de ses plats signatures. Et je vais lui laisser la parole donc pour cette rencontre avec un homme qui cuisine autant avec ses mains qu'avec son histoire. Alors je me présente comme vous savez déjà, je m'appelle Cochet Alphonse, je suis originaire de Marais. Et ma scolarité, j'ai commencé à Marais, puis à Lifou. J'ai passé mon CAP et BEP en option cuisine. Et puis après, quand je suis venu sur Nouméa, j'ai passé mon bac professionnel à Escoffier. Et d'Escoffier, je suis parti en France, à La Rochelle, où là j'ai fait un BTS en art de la table et génie culinaire. Et puis après ça, j'ai découvert un peu le monde de la cuisine à Paris, dans un des premiers palaces parisiens, au Meurice, et dans le premier arrondissement. J'ai travaillé là-bas pendant 3 ans et demi. Après ça, je suis parti en Angleterre, où là, j'ai travaillé aux côtés de Joël Robuchon, à l'atelier de Joël Robuchon à Londres, pendant 3 ans aussi. Et après Londres, je suis parti à Dubaï pour 4 ans et demi. Et là, j'ai travaillé auprès de Yannick Aleno, un aussi des piliers de la gastronomie française. J'ai travaillé avec lui pendant 4 ans et demi. Et on était sur l'îlot artificiel, le palmier artificiel. Et après ça, je suis parti pour 2 ans au Qatar. Et je suis revenu ici en 2020. Là, ça fait 5 ans que je suis sur le territoire. Pendant ces 5 ans-là, j'ai ouvert mon premier restaurant en ville. Après, je suis parti à Caméré. Et puis après, depuis l'année dernière, avec les actions et tout ça, maintenant, j'ai fait du privé. Donc voilà, en gros, ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chef cuisinier? Cette question, il y a beaucoup de gens qui me posent souvent de la culture mélanésienne et kanak. La plupart du temps, on est avec les mamies, on est avec les mémés. Et voilà, en fait, on cuisine tout le temps. Et pendant les mariages, des décès, des fêtes, pendant les travaux coutumiers. En fait, j'ai jamais pensé qu'un jour, je vais faire ce que je sais déjà, ma profession. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée pour en arriver là? La plus grande difficulté, en fait, c'est de partir vraiment du pays. Parce que on sait tous qu'ici, on est vraiment dans notre confort. On est entouré des amis, surtout de la famille. Et il faut essayer de se dire que tu pars, mais un jour, tu vas revenir. Donc, forcément, quand tu vas revenir, tu vas retrouver tes amis, ta famille. Justement, tu vas utiliser cette peur-là, on va dire, qui va te pousser vers l'avant. Quelles valeurs associez-vous à vos repas? Ce sont des valeurs humaines et émotionnelles. On dit toujours que cuisiner, c'est bien, mais cuisiner pour faire plaisir à la personne qui est en face de toi, c'est mieux. Donc, je me suis toujours que quand tu cuisines et tu partages avec les gens que tu aimes, en fait, tu partages tes émotions, ta passion, et c'est ça qui est très important pour moi, en fait. C'est vraiment d'apporter cette émotion-là dans l'assiette. Quel souvenir de repas ou d'enfance a influencé votre cuisine? Alors, c'est une influence, on va dire, côté maternel, c'est avec les mamans. Une fois, j'étais à Dubaï et j'ai fait un dessert à base de bananes. Pourquoi un dessert à base de bananes? Parce qu'en fait, avant, on finissait l'école à 3h de l'après-midi en primaire. Et quand je rentre à la maison, en fait, ma mère faisait souvent des bananes frites juste à la poêle comme ça, et puis on buvait avec du thé.
Et donc, en fait, quand j'étais à Dubaï, j'ai refait la même chose, sauf que j'ai fait un dessert. Donc, en fait, le dessert que j'avais fait, c'est un banane frit avec mousse mangue à la vanille et avec du miel, avec un croustillant autour. De faire en sorte que la personne qui va manger en face va essayer de comprendre, en fait, ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Pensez-vous qu'il y a une gastronomie kanak? Et si oui, comment vous pouvez la définir? Je définis ça par les produits que j'utilise. J'utilise beaucoup dans les ignames, les tarots, les patates douces, les ignames, tous les tubercules connus qu'on utilise. Mais il y a aussi les produits qu'on ne travaille plus. En fait, il y a beaucoup de feuilles comestibles, mais que maintenant, ça commence à disparaître ou c'est pas connu. Mais il y a aussi les fleurs comestibles, il y a aussi les lianes comestibles. Donc, une gastronomie locale kanak et calédonienne, c'est vraiment, en fait, c'est d'apporter quelque chose on va dire de nouveau, mais pas que parce que ce sont des produits qu'on connaît déjà. La gastronomie calédonienne, c'est très vaste parce que quand on peut voir ici en Calédonie, il y a beaucoup d'ethnies. Toutes ces communautés-là qui entourent, qui fait que sont des peuples calédoniens. Et tout ça, en fait, ils ont leur propre nourriture et leur propre gastronomie propre à eux. Est-ce que vous avez une idole qui vous a inspiré tout au long de votre carrière? Et si oui, pourquoi cette personne? Moi, mon idole premier, c'est mon père qui m'a poussé vraiment à aller plus loin que possible. Il me dit toujours, quand tu en arrives, quand il y a une barrière qui est en face de toi, essaie de la franchir. Essaye pas de la contourner parce que tu contournes, tu laisses ce problème derrière toi et à un moment donné, ce problème ça va te rattraper. Et après dans la cuisine, j'ai pas d'idole à proprement dit. Juste des grands chefs de la cuisine française qui m'a vraiment inspiré. Il y a Paul Bocuse, un des piliers de la gastronomie. Il y a Joël Robuchon, où j'ai travaillé avec. Il y a Alain Ducasse, où j'ai travaillé aussi avec, mais au Qatar. Et puis, il y a des jeunes chefs comme Yannick Aleno, où j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et donc, voilà, tous ces chefs-là qui a fait que je suis là maintenant en face de vous. Comment faire vivre et perdurer la tradition culinaire locale dans un monde victime de la mondialisation culinaire et des plats préparés? Très bonne question. C'est très compliqué. C'est vrai qu'en fait, j'ai une cuisine qui est propre à moi et je défends vraiment l'identité des produits locaux. C'est vrai qu'en ce moment, on va se dire qu'ici au pays, tout le monde connaît les produits locaux. Mais les produits locaux cuisinés autrement, pas trop. J'espère que demain, il y aura beaucoup de gens comme moi pour défendre aussi cette cause. Et j'espère que la cuisine locale, au-delà de ce qu'on souhaite, va aller au-delà de ça. Quels sont vos projets pour les années à venir? Je vais essayer, à mon niveau, de faire en sorte que la cuisine du pays et la cuisine du Pacifique va ressembler aussi à la cuisine française. Mais la cuisine française, elle est super haut que il faut essayer de grimper. Comment transmettez-vous votre savoir-faire aux jeunes? Ce que je fais actuellement, je fais beaucoup de partage avec les élèves. J'étais à Lifou au lycée là-haut. J'ai fait le lycée Escoffier. J'ai travaillé aussi avec les écoles maternelles parce que j'ai fait une démonstration de cuisine avec les petits jeunes, où on a travaillé autour des fruits locaux et à partir de là, en fait, on a essayé de créer des recettes avec les petits. Et vous avez déjà pensé à faire un livre? J'ai déjà commencé. J'ai travaillé avec Eat Pacific. C'est un bouquin qui regroupe tous les chefs du Pacifique. Le chef là, c'est un Néo-Zélandais, c'est lui qui a créé. Il y a tous les pays du Pacifique, ils ont proposé des recettes et ces recettes-là se trouvent dans le livre. Mais après, j'ai déjà pensé à écrire des livres. Quel plat avez-vous adoré servir dernièrement? Dernièrement, j'ai servi c'est un sorbet coco bread avec citron et du miel. Alors c'est les breads, c'est les feuilles les feuilles qu'on trouve dans les champs et les feuilles sauvages, et ces feuilles-là en fait j'ai fait en dessert. Travaillez-vous avec des produits d'exception ici? Je travaille beaucoup avec du miel, de la vanille, des crevettes, des langoustes, des vivanos. Je travaille aussi beaucoup avec des trocars, des coquillages de chez nous. Quand vous servez des plats dans d'autres pays, vous avez une signature dans l'assiette? Non, du tout, parce que dans les autres pays, comme c'est des restaurants de chaîne ou des hôtels de chaîne, on est amené à suivre la réglementation de l'endroit. Après, juste quand j'étais à Dubaï où j'étais assistant du chef, il y a une partie où c'est libre choix, donc du coup on suivait la carte. Il y a des propositions de menus à côté. Et un plat que j'avais proposé, c'est un plateau de fruits de mer. Dedans, en fait, j'ai fait avocat orange. C'est avocat frit. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup de variétés d'avocats. Tous les avocats, on peut pas cuire parce qu'il y a d'autres variétés où dès qu'on cuit les avocats, ça devient amer. Et dedans, il y avait des crevettes, du homard, des langoustes, tous les produits de luxe.
Et ce plateau-là, il coûtait 20 000 francs à peu près. Vous avez déjà cuisiné pour des personnes connues comme des stars ou... C'est plutôt au Qatar où j'ai fait beaucoup pour les princes, des princes qataris. On produisait aussi pour Emirates Airlines. Et puis après, il y a des footballeurs comme Neymar et tout ça qui venaient manger. Il y a Ronaldo aussi. Avez-vous eu déjà des retours marquants du côté positif ou négatif et quel a été le repas? Oui, beaucoup. En fait, j'allais beaucoup rencontrer des clients. Ici et ailleurs aussi, pareil. Je faisais, après chaque repas, après chaque fin de service, je discutais avec des clients. Et puis, j'ai demandé des retours. Les retours positifs, c'est pas... je dis, OK, c'est bon. Mais c'est plutôt les retours négatifs, parce que c'est avec les retours négatifs que tu peux rebondir pour quelque chose de positif après. Donc en fait, toutes ces informations-là, j'essaie de retenir. Et pour les prochains, pour la prochaine carte ou les prochains, j'essaie d'intégrer tout ça, toutes ces remarques-là. Donc en fait, c'est toujours quelque chose de négatif qu'on peut le rendre positif. Est-ce que le nom de votre restaurant a une signification? Avant, c'est Tielenirao, c'est-à-dire mer et terre. Que mer et terre, les produits, ça vient de la terre, de la mer. Donc, deuxième, c'est Pacific Good Food. Pacific Good Food, pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup des bons produits, déjà d'ici, mais du Pacifique aussi. J'ai pas été chercher loin les noms du restaurant. Comment vous gérez le stress en cuisine? Nous, en cuisine, c'est l'organisation qui prime. Si tu es organisé, tu sais que le service, ça va bien se passer, c'est comme de l'eau qui coule, donc ou une rivière qui coule. À part la cuisine, vous avez d'autres passe-temps, d'autres passions? J'aime bien la chasse, la pêche, les voyages, parce que beaucoup de rencontres avec les gens. J'aime bien les rencontrer avec les gens parce qu'on partage, on essaie de savoir leur passion, mais aussi dans le domaine de la cuisine et pas que. Mais il y a aussi les musées. J'aime bien aller dans les musées parce que quand j'étais en France, j'allais souvent dans les musées parce que ça inspire beaucoup. Quand tu vois un tableau, tu vois pas que le tableau, tu vois aussi le travail qu'il y a derrière. C'est pareil que l'assiette. Quand tu présentes une assiette, tu vois pas que l'assiette dans son ensemble, mais tu vois comment ça a été créé l'assiette et comment ça a été travaillé, ça a été pensé. Combien de temps vous mettez pour la recherche de la création du repas? Tout dépend. En fait, il y a une assiette où je peux, en quelques secondes, je peux trouver, mais il y a d'autres où ça prend beaucoup de temps. Et donc, à un moment donné, où je suis bloqué, et quand je suis bloqué, je sais que ça va toujours arriver, et puis à un moment donné, je verrai un produit, et tout de suite, ça va faire un déclic, et je me suis dit, OK, ce produit-là, ça va associer avec ça. Pendant vos voyages, par exemple, au Qatar, est-ce que vous avez fait revisiter les plats traditionnels de chez nous? On a reçu une fois des crevettes du pays. Donc moi, j'étais super content avec juste le kilo de crevettes. Avec ça, j'essaie de travailler un peu typiquement des plats d'ici. Donc j'avais fait des crevettes farcies au crabe et avec une vinaigrette à base de miel et d'orange. Est-ce que l'esthétique, il prime sur le goût? Je ne veux pas dire que si c'est bien présenté, que derrière le goût y est. Bien présenté, en fait, c'est le premier visuel. Quand le plat arrive et que la personne y voit, c'est waouh. Mais en fait, il faut que ça matche entre le waouh et le goût derrière. Est-ce que vous travaillez aussi avec des petits producteurs locaux, puisque les produits locaux ont une importance pour vous? Je travaille beaucoup avec les gens des îles, avec Marais, où ils m'envoient tous les produits par avion ou par bateau. Il y a aussi l'IFU et ouvert avec les poissons. Mais il y a aussi les gens du Nord, tous les petits producteurs à partir de Païta, juste dans le Nord et aussi dans le Grand Sud. Merci d'avoir regardé, c'était Nora pour LJG Radio et TV. Est-ce que cet événement a pu vous mettre assez en avant, ou du moins ce que vous produisez? Non, du tout, parce qu'en fait, je fais déjà beaucoup auprès du grand public. Donc en fait ici c'est le fait avec ce forum-là, c'est vraiment d'apporter des connaissances, d'informations et puis justement d'encourager les jeunes à aller au bout de leurs rêves parce qu'en fait le but c'est qu'ils réussissent à la fin. Donc c'est plutôt le partage entre moi et eux et puis on va avec tout le monde. Quelle est la valeur, je dirais primordiale que vous essaierez de transmettre à cette génération future? Alors c'est une valeur humaine parce que il faut se dire qu'en fait en premier c'est l'humain, c'est le partage entre moi et puis tout le monde, mais c'est aussi apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais pensé ou quelque chose qu'on a pensé mais qu'on n'a pas envie ou qu'on a peut-être peur de faire. Donc il faut aller de l'avant, il faut prendre confiance en soi. Il faut se dire que si la personne qui est en face peut, moi aussi je peux. Alphonse, je vous remercie. On était, merci.